Le phénomène économique est fondamentalement un phénomène mimétique d'imitation, lorsqu'on ne fait pas référence à un bien commun. C'est très important pour nous, chrétiens, je vais le dire dans la seconde partie, de le rappeler, parce que ce que je dis là, c'est pas, je ne le dis pas du point de vue chrétien, je le dis du point de vue économique. Il y a beaucoup de travaux en économie qui expliquent ça, et qui expliquent la crise actuelle de cette façon-là, par un grossissement des investissements dans le même domaine, et à un moment donné, ça s'appelle des bulles, et ça éclate. Donc, ce fatalisme, premier point, notre société est fataliste. On dirait qu'il y a des lois dans l'économie, on ne peut pas y échapper. Et en plus, ces lois, c'est nous-mêmes qui les créons. Parce que comme on s'imite mutuellement, on crée, vous voyez, les conditions qui font que nous sommes obligés de suivre les mêmes choses. Et à la fin, tout le monde se dit, mais comment on a pu faire de l'immobilier? Alors ça, j'adore quand on dit ça dans les cafés du commerce. Comment on a pu laisser grandir la bulle immobilière? Vous avez acheté un appartement? Oui. Et j'ai fait d'ailleurs une petite spéculation pas mal... ah bah oui, voilà, vous l'avez fait vous, quelqu'un l'a fait. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que je pensais que ça allait monter, etc. Donc j'ai acheté avant. Ça s'appelle la spéculation. Ce qu'on a fait, nous, à titre individuel, par agrégation, c'est toute la société qui a spéculé. Et puis à un moment donné, ça s'arrête et on se dit, bah oui, c'est sûrement la faute à quelqu'un. Bah oui, c'est la faute à tous. Mais voyez, sans qu'on puisse vraiment désigner, c'est très grave pour la suite de l'affaire. Sans qu'on puisse vraiment désigner les responsables. Alors de temps en temps, on désigne les traders, il faut bien qu'il y ait des boucs émissaires pour se donner l'impression que tout ça c'était contrôlé par des méchants qui ont vraiment fait mal. Mais au fond, c'est évidemment plus grave que ça. C'est-à-dire que c'est toute notre société qui est spéculative, et encore une fois, parce qu'elle est comme, vous savez, comme des feuilles d'arbres qui tombent dans une rivière, elle suit les courants, les remous, elle s'agrège sans que personne ne sache très bien où aller. Puisqu'encore une fois, il n'y a pas de bien commun. On arrive donc à cette espèce de vérité effrayante que si on ne compte que sur l'économie, enfin sur les pseudo-lois de l'économie, sur cette idée qu'il y aurait des lois, ces lois nous emportent comme le courant. Si on compte, je le dis en tant qu'économiste, si on compte sur la technicité des économistes pour donner du sens à la société, aucune chance. Les économistes, ils constatent que ça se passe comme ça, donc c'est très logique, c'est très cohérent, c'est pas n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi en économie, mais ils constatent que ça se passe comme ça, mais enfin, de là donner du sens, c'est un peu comme le paléontologue ou le spécialiste des insectes, il peut très bien comprendre comment ça fonctionne, mais il ne pourrait pas dire comment il faudrait que les insectes se développent pour construire une ruche ou je sais pas quoi. C'est la même chose en économie. Le sens, il est donné de l'extérieur, il est donné parce que nous partageons ou non des valeurs, nous partageons ou non une certaine idée de la société, nous partageons ou non un bien commun. Donc oui, j'insiste beaucoup sur ce premier point, je ne peux pas aller plus loin, mais faites-moi confiance, du point de vue de la science économique, du point de vue de la compréhension de l'économie, il faut bien comprendre que ce fatalisme qui nous habite, il est lié au fait que nous ne partagions pas du bien commun, que nous n'ayons pas de point fixe, comme on dit en maths. Il n'y a pas de point fixe. Il n'y a pas de point fixe, tout évolue en fonction de ce que nous faisons nous-mêmes. Et nous sommes emportés dans des logiques collectives. Alors là, c'est la globalisation. Et si vous êtes manager ou en entreprise, on nous assène, et on ne peut que faire ça, vous voyez. Personne n'est responsable. Qu'il faut absolument délocaliser parce que c'est en quoi la concurrence. Vous voyez. Et on est tous pris dans une logique collective donc que plus personne ne contrôle. Je dois vous le dire, que personne ne la contrôle. Deuxième point dans mon constat, cette logique générale, elle se traduit par des pratiques individuelles. Parce que nous sommes des êtres humains et que la dignité de l'homme, c'est sa liberté. La dignité de l'homme se vit, se réalise, se voit dans sa liberté, dans la liberté qui... Or, si on décrit l'économie comme une sorte de vaste courant qui nous emporte malgré nous, il est évident que chacun d'entre nous essaie de se trouver des espaces de liberté. Et notamment dans le travail, dans l'activité. Et en observant la façon dont on se comporte au travail aujourd'hui, j'observe deux manières erronées d'essayer de mettre de la liberté dans un monde de fatalisme économique. C'est mon second point. De manière erronée. La première réaction, c'est le refus du travail. Aujourd'hui, il y a un incroyable refus du travail comme lieu de réalisation des personnes. Et une fuite devant le travail. Elle ne vous concerne peut-être pas ici, ou peut-être, je vais vous donner des exemples. Elle nous concerne pas toujours massivement, mais parfois à la marge. En clair, nous ne considérons pas que le travail, ça anoblit l'homme. Nous ne considérons pas que le travail, c'est une manière de se réaliser. Nous considérons que le travail, c'est une malédiction.
qu'il faut malheureusement, comme j'entends parfois le dire, travailler pour vivre, et non pas réaliser sa vie par le travail. Hein, vous voyez, mais travailler pour vivre, alors déjà ça commence très mal, parce que 8 heures ou 10 heures par jour, si c'est, vous voyez, une charge pesante, c'est très dur. Il faut travailler pour vivre. Et donc la seule solution pour essayer de mettre un peu de liberté dans tout ça, c'est fuir. Vous avez été peut-être frappé, moi je suis absolument stupéfait par ce qui est en train de se passer en termes de gestion du travail lié à la crise. Vous avez vu le cas de, je vais citer le nom, c'est pas grave, de Valeo, vous avez vu ça dans les journaux, où le syndicat et la direction définissent un plan de licenciement de, alors je sais plus, comme c'était 54 personnes, et des salariés se battent pour être licenciés, et attaquent l'entreprise en prud'homme, parce qu'ils ne sont pas licenciés, parce qu'ils ne bénéficient pas de la prime au départ. Alors je me disais, on a dit oui, mais peut-être l'entreprise, il y avait une mauvaise ambiance. J'ai un très bon ami, patron, catholique, vraiment paternaliste, qui gère son entreprise au service de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas lui faire ce reproche. Il est dans l'équipement automobile, donc vous imaginez qu'il n'a pas dormi pendant des mois parce qu'il devait licencier. Vous voyez, le patron qui a à cœur son travail de manager, de dirigeant. Il doit licencier. Là aussi, il fait un plan, une 50aine de personnes. Et vraiment, au minimum, il nous explique, il a fait pour licencier le minimum de personnes. Et il a 100 personnes qui ont demandé le licenciement. Il est vert. Et il est encore plus touché aujourd'hui par le fait que, vous voyez, ces salariés demandent de partir. Et on comprend pourquoi. Hein. C'est pas du tout un jugement. Je suis pas en train de dire c'est mal. On peut comprendre que les salariés sont dans un tel contexte où on leur dit que le travail est une malédiction, qu'ils peuvent être évincés, il y a une telle incertitude sur le travail, une telle tension, un tel risque, qu'ils préfèrent prendre de l'argent et partir en se disant demain ne peut pas être pire en termes d'incertitude. Il y a quelque chose de profondément blessé dans une société lorsque des salariés agissent comme ça. Et nous agissons tous comme ça, lorsqu'on se dit bon, là je le fais, mais c'est vraiment parce que je suis payé pour ça. Ou bien je vais en faire un peu moins là, parce que c'est vraiment pas important. Vous voyez, c'est la liberté que donne la fuite du travail. J'essaie de fuir le travail et je me dis là je suis libre. Donc ça c'est une première réaction erronée. Seconde réaction erronée, c'est l'inverse. C'est la fuite dans le travail. Là vous avez le cas inverse de personnes qui s'enfoncent dans le travail comme une sorte de voie de salut, je ne sais pas comment dire, qui transforment leur vie pour qu'elles soient totalement confondues avec le travail et qui n'ont plus aucun recul. Alors je pense à des cadres, et parfois c'est toute l'organisation qui conduit à ça. Hein. Attention, il y a, comme dit Jean-Paul II, des structures de péché. Des structures de péché. Et donc, je veux dire, si vous êtes concerné par ce que je vais dire, ne soyez pas blessés, parce que vous pouvez avoir le sentiment d'être conduit à agir comme ça. Mais pour autant, je constate que nous sommes entraînés par une sorte de suractivité, de suractivisme. On travaille 10 heures, on travaille le week-end, on peut travailler le dimanche, on emporte des dossiers, on dit c'est impossible de faire autrement, voilà. Et la famille en pâtit. Et là, vous voyez, c'est la fuite dans le travail. Comme si, ne pouvant pas prendre le recul nécessaire par rapport à l'activité économique, qui est une des dimensions de la dignité de l'homme, une des dimensions, il n'y a pas que ça. Comment on n'arrive pas à s'en détacher, un fatalisme économique, alors on se noie dedans et on dit « je ne peux pas faire autrement ». Fatalisme personnel. C'est mon destin. Et il faut que ma famille s'ajuste, et il faut que... Oui. Dans les deux cas, ça me fait penser, vous savez, dans le livre de l'Exode, première lecture, les Égyptiens qui sont écrasés de travail par le pharaon, et leur liberté, ça ne va pas être de fuir dans le travail. Et dire super, là on va faire 10 heures par jour et emporter des briques le samedi, le dimanche, le jour du Shabbat, pour construire en cachette. Ils font pas ça. Ils vont fuir, mais ils vont aller vers le Seigneur. Ça va être un exode radical. Ça va pas être une fuite dans le travail. Ni une fuite du travail du type on va attendre que le chef de corvée ait le dos tourné pour en faire le moins possible, etc. Parce que tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. À un moment donné, les Égyptiens, placés devant cette situation d'aliénation et de contrainte, ils choisissent le Seigneur. Ils choisissent de partir. Mais ce départ, c'est pas un départ de fuite, c'est une résistance face à l'oppression qui consiste à considérer l'économie comme un dieu, à idolâtrer l'économie. Donc je résume ce constat, et je m'arrête là pour le constat, je ne veux pas, encore une fois, plomber, il y a plein de solutions. Hein. Mais
force est de constater qu'il faut être comment dire, objectif et clair, quoi. Nous sommes placés dans cette situation aujourd'hui. Et personne n'y échappe. J'y échappe pas, hein, je vous l'ai dit, je vous en parle, mais je travaille comme un dingue et je suis moi-même parfois pris dans ce discours, évidemment. C'est pour ça que c'est important de nous consolider et de nous aider les uns les autres, je vous le dirai à la fin. Premier constat, toute la société est comme ça. Toute la société est mimétique. Toute la société a tendance à se donner comme loi une loi de l'économie qui est construite par nous-mêmes. Autant vous dire que c'est totalement autoréalisateur, comme on dit, et qu'on ne peut pas y échapper. Deuxième constat, les solutions sont souvent ce qu'on appelle les solutions dans le système. Les solutions sont souvent, consistent souvent à fuir, à rester dans le système, vous voyez, mais à fuir le travail ou à fuir dans le travail. Mais on reste dans le système. Les Égyptiens, eux, ne restent pas, les Hébreux, pardon, eux ne restent pas dans le système et ils vont trouver d'autres solutions. Et j'en arrive donc à mon second point, le plus important, les remèdes, ou que faire, ou finalement, pour reprendre le mot de Bernanos, l'ajuster, la liberté, comment faire? Comment faire? Comment faire? Point d'introduction que je voudrais vous dire, aujourd'hui, mes amis, on a besoin de personnes libres. On a besoin de personnes libres vis-à-vis de l'économie. On a besoin de personnes libres vis-à-vis de l'économie pour faire de la bonne économie. Pas pour faire une révolution ou je ne sais quoi. Pour faire de la bonne économie, nous avons besoin de personnes libres vis-à-vis de l'économie. Donc ce que je vais vous dire, c'est pas décalé par rapport au monde, c'est au contraire pour agir dans le monde. On a besoin, dans cette société hyper conventionnelle, on a besoin de personnes vraiment libérées de l'économie pour pouvoir agir dans l'économie et résoudre les problèmes qui sont devant nous et qui sont énormes. Donc c'est une vraie invitation, et c'est une vraie invitation à chacun des citoyens ici présents, et en particulier aux chrétiens, qui a un rôle très particulier à jouer. Je vous le dirai en conclusion. Il y a deux façons de penser la liberté, je vous l'ai dit, la fuite, la résistance. Quand Bernanos nous parlait de la liberté en 45, en 47, il y avait des gens qui avaient résisté pour la fonder. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est des gens qui ont les structures morales, je les mets en premier, et mentales, pour résister. Mais résister pour discerner, pour reposer des actes justes, pour refonder une économie, ou refonder ou fonder, ou agir dans l'économie, de manière que l'homme en soit au centre.